Bonjour, bonjour. Alors, on ne peut pas parler des territoires sans parler des élus, évidemment. Donc, une première table ronde pour cette matinée sur le sujet des élus en première ligne. Alors, leur action a été à la fois sanitaire et économique pendant la crise et ces derniers mois. De nombreuses villes, départements et régions ont commandé eux-mêmes ou négocié avec les industriels les masques, ouvert des cabinets de consultation et ont pu pallier, en tout cas ils le disent, certains dysfonctionnements de l'État. La capacité des territoires à trouver des solutions à des problèmes qui se posent localement soulève la question du pouvoir donné aux territoires, et c'est donc du pouvoir et de la gouvernance que nous allons en parler. Alors avec Frédéric Vallier, qui est secrétaire général du Conseil des communes et régions d'Europe. Bonjour. Bonjour. Avec Jean-François Debat, qui est maire de Bourg-en-Bresse. Bonjour. Et avec Michel Bussy, écrivain et géographe. Bonjour. Et nous avons aussi sur l'estrade avec nous deux membres du Conseil des jeunes citoyens. Nous avons Mathilde Haig, qui est étudiante à Sciences Po, ici au Havre. Bonjour à tous. Et Sacha Bondeville, qui est lycéen en première à Saint-Joseph. Bonjour. Et bienvenue. Alors, ils nous poseront quelques questions, ils vous poseront quelques questions à l'issue de ce débat, parce que les territoires et leur avenir les intéressent. Alors, Frédéric Vallier, je me tourne vers vous en premier. On l'a beaucoup dit, les collectivités locales ont joué un rôle majeur pendant la pandémie. Vous qui avez une vision un petit peu large et internationale, est-ce que vous pouvez nous dire si ça a été une spécificité française ou si finalement le même mouvement s'est observé chez tous nos voisins européens, par exemple? D'abord, c'est pas facile d'enchaîner après avec Mike Horn, parce que il faut rester positif. Mais d'abord, ce qu'on a vu au début de la crise, c'est une prise en charge par les États de la situation. Un manque de coordination au niveau européen entre les différents États et un manque de coordination avec les collectivités territoriales. Et ça, on l'a vu à peu près dans tous les États européens. Mais très vite, les États eux-mêmes se sont rendus compte que la crise ne serait pas endiguée, en tout cas gérée, de la meilleure façon sans la participation des collectivités territoriales et en particulier des villes. Les villes ont assuré les services publics de base. Il faut quand même rendre hommage au service public local qui a continué à fonctionner pendant le confinement partout en Europe, avec des situations de risque sanitaire aussi pour les employés municipaux. Je pense que là, on a vu une différenciation en fonction des différents pays, avec certains pays très centralisés dans la prise de décision, comme ça a été le cas en France, pour des raisons d'organisation de l'État et de culture politique aussi, et des États où la situation était beaucoup plus décentralisée. L'Allemagne, par exemple, qui est un État fédéral, comme chacun sait, et où la prise de décision a été portée par les Länder, par les entités fédérées, avec des situations, une gestion différente en fonction des territoires, en fonction des Länder. Mais ce qu'on peut constater, c'est que la gestion centralisée a été un risque, a porté un risque, et on a bien vu d'ailleurs que le gouvernement, y compris en France, a assez vite décidé d'associer les collectivités territoriales aux décisions prises, même si on voit qu'hier, apparemment, il y a encore des soucis à ce niveau-là. Mais bon. Alors, ça les rend furieux d'ailleurs, on a bien vu Pardon ? Ce qui s'est passé hier soir. Ils sont furax. Quand ils ne sont pas associés, ils sont furieux. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Oui. Ils sont furieux parce que finalement, c'est quand même localement qu'ils vont devoir gérer la situation. Une décision venue d'en haut. Décision venue de Paris. Et donc, il y a là un enjeu essentiel qui est comment on accompagne, parce que ce n'est pas seulement les services publics locaux, c'est comment on accompagne les acteurs économiques locaux dans la gestion de situations telles que celle-là. Il ne s'agit pas seulement de
de faciliter le paiement des charges sociales ou de faire du chômage partiel. C'est quand même aussi un soutien local aux acteurs économiques. Et moi, je crois beaucoup que le développement économique, il s'appuie d'abord sur la capacité des territoires à mobiliser ces acteurs locaux. Mais donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que on a mis en place au niveau européen, donc au niveau du Conseil des communes et régions d'Europe, très vite une task force qui a permis d'échanger entre les associations de collectivités locales qui ont été très engagées dans la discussion avec leur État, des expériences, des modes de faire différents. Et les modes de faire ont été très différents en fonction des régions. On a vu que l'Europe du Nord avait une approche beaucoup plus libérale de la crise, avec le port du masque qui n'est pas forcément obligatoire, avec un confinement qui n'est pas le même qu'ailleurs, mais aussi avec des territoires qui sont différents, très peu de densité, donc des enjeux qui sont aussi différents. Donc pas de coordination, en tout cas pas de gestion identique sur l'ensemble du territoire européen. Un manque de coordination entre les États européens et un manque de coordination entre les États et leurs collectivités territoriales. Alors vous dites qu'il faut davantage impliquer les collectivités. Alors considérez-vous du coup, et on se doute un petit peu de votre réponse, que les politiques publiques doivent davantage se décliner ou s'appuyer au niveau des territoires, comme par exemple, c'est le grand sujet du moment, concernant le plan de relance français. Oui, alors le plan de relance, il faut souligner que la Commission, dans le plan de relance, a demandé aux États de construire un plan de relance national qui va être abondé par les 750 milliards que l'Union européenne a débloqués, enfin a mobilisé. Mais il y aura aussi évidemment des plans de relance nationaux qui vont abonder cette somme européenne. Mais ce qui a été demandé par la Commission, c'est de créer un plan de relance national qui intègre les territoires. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une demande que nous avions, que ce ne soit pas uniquement l'État qui gère ce plan de relance, mais que vraiment les territoires, les régions, les villes, à travers les associations qui les représentent, puissent être associées parce que ce sont les acteurs locaux, encore une fois, qui vont permettre la relance économique. Et donc, ça n'aurait pas de sens de faire un plan de relance qui oublie finalement le territoire et le développement local. On n'a pas l'impression que ce soit le chemin que ça prend en ce moment. Vous le craignez ? Normalement, les plans de relance nationaux doivent remonter à l'Union européenne, à la Commission, en octobre. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que la Commission puisse retoquer les projets qui n'intègrent pas la dimension territoriale. L'État semble vouloir travailler avec les territoires, en tout cas dans le discours, ici en France. Il faut espérer que ça se mette en place. Oui. Mais il faut que les élus poussent pour que ça se mette en place. Mais j'ai confiance qu'ils le feront avec courage et lucidité. Alors un élu, nous en avons un justement. Jean-François Dehaut, vous le dites aussi, les services publics, ils ont tenu pendant la crise, ils sont là pour assurer la cohésion, répondre aux besoins. D'ailleurs, vous pourrez peut-être nous dire ce qui a été le plus difficile pour vous, en tant que maire, les difficultés les plus importantes que vous avez rencontrées, auxquelles il a fallu que vous fassiez face. Mais vous, ce qui vous importe le plus, on en a pas mal discuté, c'est l'enjeu de la transition, comment consommer à l'avenir, comment produire à l'avenir. Et là, pour vous, vous dites qu'il y a quand même une difficulté au niveau local, c'est qu'on n'a pas tous les leviers et qu'il y a beaucoup de leviers qui sont entre les mains de l'État, entre les mains de l'Europe, qui ne font pas forcément les choses très bien. Expliquez-nous tout ça. Bonjour à tous. D'abord, j'interviens en tant que maire d'une ville moyenne, 45 000 habitants, et président d'une agglomération de 140 000, Bourg-en-Bresse. Mais je suis aussi coprésident de la Fédération des villes moyennes, des villes de France de 20 à 100 000 habitants. Vous dire simplement un mot quand même sur le retour, effectivement, cette articulation État-collectivité dans la crise, parce qu'il est assez symptomatique finalement, en tout cas on peut en tirer des conséquences pour l'avenir, et effectivement la manière d'engager aujourd'hui les politiques de relance et de transition en même temps. Une observation, pendant cette crise,
il faudra s'en souvenir, c'est le service public qui a tenu. Services publics avec évidemment les soignants, mais avec aussi les services publics globaux de l'État, des collectivités qui se sont organisés pour faire en sorte que les éléments fondamentaux qui nous permettent de continuer à vivre au mode ralenti eh bien, soient réunis. Il faut s'en souvenir parce que il faudra s'en souvenir au moment où on dira ça coûte cher, il y a trop de fonctionnaires, on paye trop d'impôts, on paye trop de cotisations sociales, etc. Notre modèle social a un coût, mais le modèle social, il a quand même permis aujourd'hui à la France de tenir. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le deuxième élément, c'est que les politiques publiques sont portées par différents acteurs. Dans un État centralisé comme le nôtre, un État unitaire, c'est le gouvernement, c'est l'État qui dispose des maximums de leviers, mais il ne peut pas le faire seul. Et on a bien vu qu'effectivement sur le terrain, dans la gestion de la crise sanitaire et de la sortie du confinement, et ça devrait être le cas aussi sur les mesures sanitaires prises maintenant. Il doit y avoir une articulation entre l'État et les maires, puisqu'en réalité, sur ces sujets-là, ce sont les villes, ce sont les agglomérations, ce sont donc les élus de terrain, plus que les départements ou les régions, qui sont aux manettes, parce que c'est vers eux que l'on se tourne, et ce sont eux qui assurent les services publics fondamentaux. Et effectivement, la question dans cette crise sanitaire, sur cette coopération, ce qu'il faut maintenant voir, c'est comment on avance maintenant. Voilà. Comment on avance sur un certain nombre de sujets. Il y a une première question qui est d'abord, est-ce qu'on remet la machine en route telle qu'elle était auparavant, parce que c'est l'urgence et parce que c'est ce qu'il faut pour que les gens retournent travailler, et puis ensuite on verra comment on fait les transitions. Ou est-ce qu'on profite de cette période pour engager d'ores et déjà un certain nombre d'évolutions dans la manière de produire, dans la manière de se déplacer, dans la manière de consommer, y compris l'énergie, et que l'on essaye de les impulser dès maintenant. Un scénario qui, évidemment, à votre faveur. C'est celui-ci que je pense utile, effectivement, c'est de s'appuyer sur un certain nombre de constats de la crise globale que nous avons connue, et de la crise économique, même aujourd'hui, pour en tirer des conséquences sur ce que nous devons faire à l'avenir. Et très concrètement, effectivement, il y a des sujets, là aussi, sur lesquels nous pouvons agir, nous, collectivités territoriales, et il y en a d'autres sur lesquels nous ne pouvons pas agir. Aujourd'hui, je ne pense pas, dans notre pays, mais je ne pense pas d'ailleurs que ce soit le cas même dans des États fédéraux, que le local is beautiful est la seule réponse. Il y a des sujets sur lesquels nous pouvons agir. Oui, nous pouvons agir sur, je dirais, la maîtrise les actions en matière de foncier. Nous pouvons agir sur la production d'énergie renouvelable. Nous pouvons agir sur les économies d'énergie à engager dans nos bâtiments publics. Nous pouvons agir dans le fait que, par exemple, les programmes que je poursuis aujourd'hui sont des programmes dans lesquels on donne une vraie priorité au mode doux, au déplacement doux, y compris en enlevant dans des villes moyennes des voies pour les voitures, dans lesquels nous priorisons la réhabilitation lourde des bâtiments existants publics plutôt que la construction de nouveaux bâtiments, dont l'impact énergétique et l'impact de services est aussi plus important. Il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire. Et ce que vous ne pouvez pas faire. Et il y a des sujets sur lesquels nous n'avons pas la main. Je vais en prendre deux, par exemple. Le premier élément, et ça a été évoqué tout à l'heure par Édouard Philippe et Anne Hidalgo dans la séance d'ouverture. Le premier élément, c'est la question de la gestion du foncier. On évoque, par exemple, la nécessité d'économiser l'espace, d'arrêter cette urbanisation qui bouffe un département français en surface naturelle tous les 7 ans. C'est ce que nous consommons par de l'habitat pour 60 et quelques %, par de l'activité économique pour un gros tiers. L'enjeu, c'est comment on continue à développer l'entreprise, comment on continue à accueillir de l'habitat en consommant moins d'espace. Eh bien, cette stratégie-là, je vais vous donner un exemple précis, matière économique, qui montre qu'on a besoin de règles applicables partout. Dans ma communauté d'agglomération, j'ai engagé une discussion avec les entreprises pour leur dire, nous, on va aller vers le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire plus de consommation d'espace naturel, non pas en 2050, comme la loi nationale le dit, mais en 2030. Ça veut dire qu'on arrête progressivement les extensions de zones d'activité en périphérie, sur des espaces, sur les champs de nous, ce n'est pas des champs de betteraves, c'est des champs de maïs, pour faire de belles zones d'activité économique. Et ils me disent, mais comment on développe? Parce qu'on a besoin, nous, de continuer à nous développer. Je leur dis, regardons dans nos vieilles zones.
Un tiers de la surface au sol dans nos zones d'activité, c'est destiné au stationnement des salariés. Un tiers. Et puis la règle d'urbanisme et la règle d'architecture dans les zones d'activité, c'est R+0. Il n'y a pas d'étage. Tout est au niveau zéro, même les bureaux, même les salles de restauration, même les salles de réunion. Donc il y a lieu d'utiliser ce foncier différemment. Mais quand je dis à mes entreprises, on va retirer les voitures de vos salariés, on va les mettre dans des parkings que nous allons réaliser dans la zone d'activité. Et puis si vous voulez vous étendre, on ne va pas vous vendre du terrain en périphérie, vous allez réutiliser votre espace, c'est toujours plus cher et plus contraint. Si à 40 km au sud, la communauté d'agglomération du coin continue, elle, de faire open bar sur les champs de maïs, en vendant du terrain à 35 € du mètre carré, eh bien évidemment, mes chefs d'entreprise me disent nous, on va aller à l'endroit où on a moins de contraintes et où ça nous coûte moins cher. Il nous faut une règle globale pour pouvoir réaliser ce type de politique. Et le deuxième exemple, il est très, pour ne pas faire un tunnel trop long, il est dans la réhabilitation thermique des logements, qui est aujourd'hui un enjeu absolument majeur. Pour l'énergie, dans les années à venir, nous avons finalement, il y a 3 tiers de ce que nous devons faire pour réaliser les objectifs de stratégie bas carbone pour 2050. Premier tiers, économiser l'énergie. Deuxième tiers, économiser l'énergie. Troisième tiers, produire des énergies renouvelables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, diviser par 2 la consommation énergétique de nos logements, c'est absolument majeur. Et ça ne se fait pas avec, et c'est ce que je critique dans le plan de relance, ça ne se fait pas avec des aides, des programmes de 6 000 € qui vont baisser de 15% la consommation de logements, à condition que les propriétaires aient un peu les moyens, qu'ils soient un peu aidés, etc., etc. Il faut mettre 20 000 € en moyenne par logement pour faire 1 million de logements par an. Créer des dizaines de milliers d'emplois, aider à la reconversion de nos entreprises de bâtiments et de travaux publics pour réaliser ces projets. Et il faut le faire quasiment sans condition de ressources, parce que sinon, ce qui se passe, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que quand on a une copropriété de 20 lots et qu'il y a 4 propriétaires bailleurs, ils ne votent jamais les travaux, parce que ce n'est pas leur intérêt, et parce qu'ils ne sont pas suffisamment aidés pour pouvoir le faire, donc les travaux ne se font pas, et la réhabilitation ne se fait jamais. Et donc aujourd'hui, sur ces sujets-là, c'est 10 milliards d'euros de prêts à taux zéro et 10 milliards d'euros, parce que 1 million de logements à 20 000 par logement, c'est 20 milliards. 10 milliards d'euros de prêts à taux zéro, 10 milliards d'euros de financement public. Aucune collectivité territoriale, même les régions, les métropoles ou les agglomérations, n'est à l'échelle pour faire ce type de programme. Nous pouvons y travailler, nous pouvons cofinancer. Mais si ce n'est pas l'État qui s'y met, nous n'avons pas les moyens de pouvoir intervenir. Nous ne pouvons pas décider ces politiques dans notre coin. Même la métropole du Grand Paris, même la ville de Paris, ne peut pas le décider. Même la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la 2e région de France, ne peut pas décider de mettre 1 milliard d'euros par an dans la réhabilitation des logements. Même si elle le voulait, elle ne le pourrait pas. Mais du coup, de ces exemples très concrets que vous nous donnez là, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement pour la construction des politiques économiques et sociales et de relance à l'avenir? Moi, je pense que nous devons... tout dépend du diagnostic que nous faisons et si nous le partageons de l'état du monde, de l'état de consommation de ses ressources et de son fonctionnement. Aujourd'hui, il y a un travail qui est à mener sur le fait de donner un prix au carbone pour donner une valeur à ces échanges qui font qu'aujourd'hui, dans ma ville, on fait des camions. Il y a des pièces de camions qui sont usinées à l'autre bout de l'Europe et il y a beaucoup de composants qu'on pourrait parfaitement produire en Europe, mais qui sont produits en Asie parce qu'on ne paye pas le prix du transport. Le kérosène est détaxé, donc il faut donner un prix à cette distance. Ça, c'est une négociation au minimum au niveau européen et au niveau mondial. Nous, on n'a pas les outils pour faire ça. Ce que nous pouvons faire, c'est effectivement travailler sur la réorientation progressive. Et je pense que justement, on devrait le faire dès maintenant. La réorientation progressive de nos outils de production. Mais il faut encore une fois se mettre d'accord sur l'objectif. Si on dit le transport aérien va doubler d'ici 2035, on continue à fabriquer beaucoup d'avions. Moi, je pense que ça n'est pas réaliste et que les enjeux écologiques et les enjeux de consommation font que ça n'est pas un objectif qu'on doit atteindre. Mais si on n'est pas d'accord sur l'objectif, on ne prendra pas les bonnes mesures. L'enjeu derrière, c'est que produisons-nous non pas d'un claquement de doigts demain. Ceux qui produisent chez nous des camions, travaillons-nous sur l'hydrogène?
qui aujourd'hui n'est vert que si il est produit dans certaines conditions, pour les mettre dans nos camions. Et finalement, ce que je pense, c'est que nous devrions mettre l'essentiel de ces programmes de plan de relance en lien avec les régions et les agglomérations sur la réorientation de nos modes de production, sur la réorientation de la manière dont on consomme et finalement sur les enjeux énergétiques et de transition économique et écologique du pays. Parce que si on continue à voir l'écologie comme le fait qu'on arrête des choses, ça ne marchera jamais. Et si on continue à dire il faut que globalement tout bouge, mais nous on continue à ne rien bouger tant que le reste ne bouge pas, on ne fera rien non plus. Les élus locaux, les maires, présidents d'agglomération ou de métropole, les présidents de région doivent être des acteurs avec le gouvernement sur ce sujet-là, à condition qu'on les mette autour de la bonne table. Alors, Frédéric Vallier, vous avez 1 minute parce que vous mourrez d'envie de réagir à ce qui vient d'être dit avant de passer la juste parole pour dire que typiquement, la transition énergétique, c'est typiquement ce qui peut rentrer dans le plan de relance européen et national. Et ce qu'exprime Monsieur le maire ici, c'est que finalement, qui connaît mieux le nombre de logements à rénover sur le territoire que le maire? C'est lui qui a la main là-dessus. Mais par contre, il doit recevoir un financement ou il doit développer des outils qui permettent de financer cette transition énergétique. Il y a de très bons exemples qui ont été mis en place en Allemagne ou dans d'autres pays où on a créé un fonds d'investissement pour la rénovation énergétique des bâtiments qui s'alimente par les économies réalisées sur les bâtiments rénovés. C'est quelque chose qui peut se mettre en place et qui permet de démultiplier les moyens. Par ailleurs, ce qu'exprime le maire, c'est qu'en fait, l'État, il est régulateur. L'État, il a un rôle de régulation dans la société, mais l'application et la mise en pratique des politiques publiques, elle doit être territorialisée, elle doit s'appuyer sur les collectivités territoriales, que ce soit les communes, les communautés d'agglomération ou les régions. Merci. Alors, vous, Michel Bussy, vous dites très bien, parlons de la gouvernance des entreprises, parlons de chacun. Mais quelle est la bonne échelle? Et d'ailleurs, ça se reflète bien dans les débats qu'on vient d'avoir. C'est le maire qui doit... Finalement, chacun a tendance à défendre son terrain de jeu, et c'est parfois légitime. En tant que géographe, vous me disiez, quand Rouen-Le Havre devrait fonctionner ensemble, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est quoi la bonne échelle pour réfléchir à un territoire ? Alors oui, moi je vais parler, alors je suis écrivain aujourd'hui, mais j'ai été longtemps géographe et dirigé notamment un laboratoire de sciences sociales, y compris avec les chercheurs de sciences sociales du Havre. Moi ce qui me frappe, alors d'abord il n'y a pas de bonne échelle en soi, tout dépend il y a une bonne façon, sans doute une bonne échelle de poser un problème, où il y a une réponse territoriale à un problème posé, mais il n'y a pas une échelle absolue qui résoudrait tous les problèmes, que ce soit la commune ou l'État ou autre. Moi ce qui m'a marqué, si on reprend évidemment cette épidémie, cette pandémie, c'est le contraste qu'il y a entre une pandémie qui par nature s'affranchit des frontières. C'est évident que le virus, c'est pas parce qu'on lui dit qu'il est en zone rouge qu'il ne va pas aller dans la zone verte d'à côté, etc. Donc on est typiquement dans quelque chose qui se diffuse sans tenir compte des espaces fermés, discrets, comme les communes, comme les limites. Et puis d'un autre côté, une réponse qui a systématiquement était une réponse territoriale, que ce soit à l'échelle des États, que ce soit à l'échelle des communes, des agglomérations. On a mis une réponse territoriale sur un phénomène qui ne l'était pas, comme pratiquement toute catastrophe naturelle, un incendie, un cataclysme qui n'est jamais territorial, qui s'en affranchit. Alors, moi, ça m'a marqué parce qu'on peut voir ça à deux échelles. Première échelle, l'échelle internationale. Je pense que c'est la première fois qu'on a une pandémie à l'échelle mondiale de façon si forte, correspondant à un moment du monde où on est dans un monde globalisé, où tout le monde communique avec tout le monde, où l'économie est globalisée, etc. Et pourtant, la réponse a été exclusivement nationale. Une succession de réponses nationales. Alors qu'on peut se dire que le médecin urgentiste en Chine, en France ou au Mexique, il avait à peu près les mêmes diagnostics et les mêmes réponses. Pourtant, les réponses politiques ont été radicalement différentes. C'est-à-dire que les préconisations sanitaires devaient être les mêmes au niveau des médecins. Par contre, la réponse politique a été différente et donc les croyances des habitants étaient différentes. Ici, on croyait légitimement parce qu'on nous le disait qu'il faut mettre le masque, ailleurs non, etc. Enfin, on a vu ça. Donc c'est assez curieux ou intéressant de se dire qu'aujourd'hui, dans un monde complètement globalisé,
On ne peut pas avoir de réponse globale à un phénomène de ce type-là. Et effectivement, on pourrait se dire que si on veut avancer sur la gouvernance des territoires, alors qu'on a des organismes internationaux, etc., ça pose la question de la résistance des territoires très forte, et là, à cette échelle des territoires nationaux, sur ce qui pourrait être effectivement de bonnes pratiques qui consisteraient effectivement à avoir des pratiques globales. Voilà, et si notamment on écoute les éléments sanitaires, eh bien, à la limite, ils devraient être prioritaires, peut-être à un moment donné, sur les décisions politiques. En tout cas, c'est ce qui se passe à l'échelle de l'État. Pourquoi ça ne se passerait pas à l'échelle internationale? Donc, ça pose évidemment des questions. Et puis, on pourrait dire la même chose à l'échelle locale. Moi, ce qui m'a frappé, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que quand on nous montre des cartes, aujourd'hui, des zones rouges ou pas rouges, etc., on nous montre, par exemple, des cartes de département. Alors que tous les géographes savent qu'aujourd'hui, le département, enfin, c'est une entité politique, mais en tout cas, au niveau géographique, ce sont des découpages qui datent de la Révolution française où elles n'ont plus de sens. Enfin, elles ne correspondent absolument plus aux métropoles, aux espaces de vie des gens. Les métropoles, souvent, chevauchent les départements. Enfin, ça ne veut rien dire, un département. Et une moyenne départementale, généralement, ne veut rien dire parce que, voilà, elle moyennise, en fait, une ville moyenne et sa périphérie. Enfin, voilà. Donc, on sait bien que ça n'a pas de sens en soi. Pourtant, on continue de nous montrer des cartes par département parce que les gens les connaissent, s'identifient, se disent « Oh là là, je suis en jaune rouge, ouf, je ne suis pas en jaune rouge, tiens, je ne vais pas aller faire mes courses à l'hypermarché d'à côté parce qu'il est dans un département rouge. » Bon, ce qui évidemment n'a pas de sens en soi. Alors, est-ce qu'on le garde ça par commodité ou est-ce qu'effectivement on essaie d'éduquer les gens en se disant « Bah non, c'est peut-être pas la bonne façon de communiquer et peut-être qu'il faut travailler à d'autres échelles » sachant qu'on dispose évidemment aujourd'hui de tous les outils possibles pour avoir toutes les échelles possibles de représentation cartographique. Donc c'est un exemple typique, puis je vais prendre un dernier exemple, qui est l'exemple évidemment des maires et des métropoles et de l'intercommunalité. Aujourd'hui, c'est toujours plus commode de parler des maires, mais on sait très bien que, notamment dans ces métropoles qui sont les zones touchées prioritairement par cette pandémie, c'est avant tout à l'échelle d'une agglomération ou d'une métropole que les choses se posent. Mais effectivement, on sait aussi que cette intercommunalité est restée en France une intercommunalité, on va dire, avortée ou pas complètement terminée, que l'élection municipale, qui a tant fait parler en pleine pandémie, est encore une élection municipale et absolument pas intercommunale. Donc on sait, enfin, monsieur le maire ne me contredira pas, que c'est très compliqué de gouverner des métropoles ou des agglomérations quand, comme Bourg-en-Bresse, on est à un tiers de la population d'une métropole qui en fait le triple, avec des maires qui ont des couleurs politiques généralement différentes et qui eux-mêmes à leur échelle vont dire mais vous rouspétez contre l'État qui veut vous imposer des choses, eh bien moi je rouspète contre vous qui voulez m'imposer des choses parce que je connais mieux que vous mon territoire et je sais mieux que vous quelles sont les solutions adaptées et on n'en finit pas. À moins, effectivement. Et on sait qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas osé avoir une réforme de l'intercommunalité qui fasse des choix clairs et on continue d'élire des maires qui, généralement, n'ont plus beaucoup de pouvoir, mais qui continuent évidemment de se légitimer puisqu'ils ont au moins la légitimation de leurs habitants et avec un système qui se délite progressivement puisqu'on a vu évidemment les taux de participation au municipal qui était un peu le dernier bastion de la démocratie en quelque sorte participative par les élections et qui aujourd'hui finalement on voit bien que même une grande et même maintenant une majorité des habitants ne vont même plus voter aux élections municipales. Donc il y a bien sans doute quelque chose qui correspond à ce délitement. Et c'est vrai que je pense, moi par exemple, que sur les métropoles et les agglomérations, un grand nombre de citoyens ne savent même pas ce qu'elles font et peuvent les confondre avec une vague chambre de commerce gérant les grands équipements, les transports, le ramassage des poubelles, mais sans savoir précisément quel est son rôle, et même si ce sont des instances démocratiquement élues. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on a encore de la marge pour avancer sur ces sujets. Ça veut dire qu'il y a plus de place pour davantage de démocratie participative, ce que vous nous dites. Disons que pour moi, en France, on a c'est pas si un problème, en tout cas une double question à se poser et qui n'a jamais vraiment été résolue, c'est la place de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on sait qu'en France, on a un système qui valorise l'exécutif et même généralement la personne qui incarne cet exécutif, c'est-à-dire le président de la République, bien plus que l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on commence par voter pour le président, puis après, on a une assemblée qui va donner le pouvoir au président. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la dernière présidentielle. Et la même chose avec le maire, où effectivement on continue en permanence de parler du maire, sans jamais parler du conseil municipal, voire parler du tiers secteur.
dehors des associations, etc. Donc on sait qu'en France, on a cette personnalisation du pouvoir qui a des tas d'avantages et qui avait notamment l'avantage pour les électeurs d'incarner la politique, mais on voit que ça marche plus. Enfin, ça marche plus autant qu'avant. Voilà, que le maire incarne plus sans doute autant qu'avant pour tout le monde, pour les jeunes, ce qu'il incarnait avant. Donc sans doute qu'il faut inventer d'autres choses. Et puis l'autre problème, c'est évidemment la réforme des territoires, comme on l'a dit, sur les métropoles, sur les départements, qu'on n'a jamais vraiment osé faire, ou quand on l'a fait toujours de façon très curieuse. Enfin, la réforme des régions, par exemple, en France, a quand même été presque une caricature d'un découpage que personne n'a compris et finalement, voilà. Et donc finalement, et peut-être que les régions qu'on a aujourd'hui, les Rhône-Alpes, Auvergne, la Normandie, on a de la chance, on a un territoire qui est cohérent, mais le Grand Est, etc. Et peut-être que dans 50 ans, 100 ans, on aura encore ces territoires dont on a su dès le départ qu'ils ne correspondaient pratiquement à aucune réalité géographique, ni même historique, et même les forces économiques étaient loin d'être convaincues de la pertinence de ces territoires. Donc, mais c'est effectivement quelque chose qui est compliqué en France parce que, comment dire, la France aussi toujours entre, elle est une et indivisible par son histoire, et elle est multiple, voilà, c'est les 300 fromages, etc. Donc de toute façon, on oscille toujours entre cette division pour mieux régner. On a un État fort et on parle en permanent du discours, de donner le discours à ces 36 000 maires, même s'ils sont moins de 36 000 aujourd'hui, parce qu'on a un petit peu réformé les communes tout de même. Merci beaucoup pour cette analyse. Alors les jeunes, je me tourne vers vous. Ils travaillent pour vous, hein, pour la jeunesse et l'avenir, ils l'ont dit plusieurs fois. Alors, vous avez écouté ce débat. Sacha, vous avez une question à poser à nos intervenants. Bonjour. Pensez-vous que les crises devraient aujourd'hui être gérées sur un plan plus local ? Et pensez-vous que les maires ont aujourd'hui les moyens de faire face aux différentes crises ? Alors la première partie de la question, vous y avez un petit peu répondu. La question des moyens, effectivement, n'a pas été abordée, surtout si on pense aux moyens financiers. La question des ressources des collectivités locales, surtout en ce moment, avec la suppression des impôts de production, hein, qui concerne les collectivités locales en premier lieu. C'est un vrai sujet, ça, pour vous ? Oui, alors pour répondre à Sacha, la question de Sacha, alors est-ce qu'on est... on a évoqué, est-ce qu'on est outillé pour répondre aux crises ? Jamais tout seul. Voilà, jamais tout seul. Moi, je crois vraiment, professionnellement, je suis conseiller d'État, donc fonctionnaire de l'État, et tant qu'on n'a pas un État fédéral, ce qui n'est pas aujourd'hui sur la table, on ne peut pas... l'État a une légitimité et il n'est pas possible, ou alors il n'y a plus d'État, de dire je vais faire la loi chez moi, et chez moi, non, il n'y aura pas de confinement. Voilà. Ça ne me paraît pas... ça n'a jamais été débattu, il n'y a pas de raison que ça le soit. Ça fait quand même partie de ce qui fait aujourd'hui l'organisation d'un pays, avec un État qui a la légitimité aussi d'agir avec une vision qui va au-delà d'une succession de territoires et qui est l'intérêt collectif. Donc non, on ne peut pas le faire tout seul. Par contre, chacun doit jouer son rôle. Et l'enjeu, c'est de savoir comment on travaille ensemble. Et dans la partie confinement, il y a des sujets sur lesquels ça s'est bien passé, et des sujets sur lesquels ça s'est moins bien passé. Le seul ministre avec lequel on n'a jamais pu dialoguer, c'est le ministre de l'Éducation nationale, comme si les communes n'étaient pas, par exemple, vaguement intégrées à la gestion des écoles et à la reprise de l'école. Donc la question, c'est chacun doit jouer son rôle, mais on doit s'écouter et travailler ensemble, parce que c'est comme cela que notre pays est organisé. Sur la question des ressources, tout dépend de ce dont on parle. Les questions réellement sanitaires, non. Et d'ailleurs, ça n'est pas notre métier. Et ça n'est pas notre job. C'est véritablement la sécurité sociale, les ARS qui ont, je dirais, les moyens d'intervenir. Et quant aux conséquences que l'on doit en tirer sur l'organisation, sur les masques, dont on nous a dit qu'ils n'étaient pas utiles, sur la question des coûts de gestion, il faut mettre des personnels supplémentaires pour nettoyer les écoles après le passage de chaque élève et de chaque classe. Ça fait partie, bien sûr que ça pèse sur nos ressources, et en ce moment on est plutôt en train encore de nous en enlever, ce qui est un problème, mais j'allais dire que ça fait quand même partie aussi de l'adaptation de chacun. Les entreprises ont eu des coûts, les familles ont eu des coûts.
eh bien, les collectivités ont aussi eu des coûts qu'on n'avait pas prévus. Mais à cette échelle, pour ce qu'on a fait pendant la crise, ne pas percevoir de stationnement, ne pas percevoir de droits de terrasse, avoir des impôts qui baissent un peu, avoir des charges supplémentaires. Moi, j'estime que ça fait partie de ce que nous devons assumer en tant que gestionnaire d'une partie de politique publique. Plus structurellement, ça nous ennuie plus maintenant. De ne plus avoir et d'avoir encore des réductions de nos recettes fiscales pour des raisons assez peu compréhensibles et un impact assez faible qui vont encore affaiblir, je dirais, la dynamique de recettes des collectivités territoriales au moment où par ailleurs on leur demande de se mobiliser, d'investir plus justement dans le plan de relance. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, juste sur la question du local, c'est vrai que spontanément, on a tendance à se dire on aura les meilleures réponses au niveau le plus local. Mais comme disait Monsieur le maire, il faut se méfier du small is beautiful parce que le grand danger du local, c'est évidemment l'inégalité territoriale. Et on sait que aussi, plus on confie de pouvoir aux échelles locales et plus les tendances aux inégalités territoriales deviennent fortes s'il n'y a pas des correctifs. Et ces correctifs ne sont forcément décidés à une échelle supérieure. Sinon, évidemment, voilà, il y a les territoires qui auront les moyens, les territoires qui auront moins de moyens, et les gens, naturellement, spontanément, se déplaceront vers les territoires qui ont le plus de moyens. Donc voilà, donc le correctif et ses péréquations, c'est essentiel. Et d'ailleurs, enfin, tous les maires, et c'est ce que vient de dire Monsieur le maire, finalement, c'est la grande difficulté, elle est là. Moi, j'ai envie de dire que toute crise, là on parle du Covid, mais on pourrait parler de la crise climatique, ne peut trouver de réponse que dans le partenariat entre les différents niveaux de gouvernance. Les villes, les régions, l'État, l'Union européenne. Et c'est en créant ce partenariat qu'on peut trouver les meilleures réponses et les réponses les plus adaptées. Et je vais donner un contre-exemple, parce que moi je ne suis pas conseiller d'État, alors j'ai beaucoup moins le prisme national. La gestion du port du masque, par exemple. L'État dit, le masque est obligatoire dans le département de, je ne sais pas, je vais dire le mien, le Maine-et-Loire, dans tout le département, ou dans toutes les villes du département. Mais localement, si je suis maire de ma ville, à Bourg-en-Bresse, je suis sûr qu'il y a des endroits où il y a très peu de circulation et d'autres où la densité est beaucoup plus forte. Est-ce qu'il n'y aurait pas là matière à réfléchir sur est-ce que c'est nécessaire de porter le masque dans une rue où il n'y a personne? C'est pour montrer que les décisions, elles peuvent être prises à un niveau national, mais qu'elles doivent être adaptées au territoire. Et le seul qui est capable d'adapter au territoire, c'est le maire. Et je voudrais juste te dire sur les finances que, en moyenne, la première vague de confinement a fait perdre 20% de revenus en Europe, dans l'Union européenne, aux collectivités locales, aux villes, aux communes. Alors, je ne sais pas où on en est maintenant, mais parce que ça, évidemment, ça augmente. Mais ce que disait Monsieur le maire par rapport aux baisses de revenus des villes est très important. Et moi, je veux mettre ça en relation avec les compétences. Chaque collectivité, chaque niveau de gouvernance doit avoir son rôle et jouer son rôle, mais il faut renforcer les compétences des collectivités territoriales et avec les compétences, renforcer leur capacité financière par des ressources propres. Pas par des dotations, pas par des subventions, mais par des ressources propres qu'elles peuvent gérer et qu'elles peuvent mobiliser pour développer leur politique publique. Alors Mathilde, une partie de la réponse à votre question, mais vous allez quand même la poser, a été donnée. On va pouvoir aller plus loin. Allez-y Mathilde, posez votre question. Merci déjà pour vos explications. Mais c'est vrai que du coup, vous avez déjà répondu à une partie de ma question, qui était que dans le contexte où le gouvernement prend des nouvelles mesures pour faire face à la crise du Covid-19, est-ce qu'il est toujours facile pour les collectivités locales d'appliquer ou de faire appliquer ces mesures? Alors, peut-être répondre à cela parce que ça on l'a pas forcément avec peut-être des exemples traité. très concrets qui peuvent qui expliquent cette verticalité. J'ai dit tout à l'heure et je ne vais pas revenir dessus sur le fait qu'effectivement je considère qu'il est légitime que surtout dans des périodes de crise aiguë, il faut bien que quelqu'un décide à un moment donné. Donc il fallait prendre des décisions et moi j'ai jamais fait pas partie de ceux qui critiquent globalement les décisions qui ont été prises dans ce domaine. En revanche, il y a des sujets sur lesquels, effectivement, on ne peut pas décider tout seul.
Je prends un exemple. Quand vous avez le président de la République annonce le 13 avril que le 11 mai, on réouvrira les écoles. 10 jours avant, on nous confirme cette décision. Et le ministre de l'Éducation nationale va à la télévision et dit le 11 mai, les écoles reprennent. En réalité, ce n'est pas le 11, c'est le 12, puisque le 11, c'est un lundi. Et tous les parents auront une solution pour leurs enfants. Les gens, ils voient ça. Et puis le lendemain, la directrice académique des services de l'éducation nationale, l'inspectrice d'académie, nous dit « Ah non, mais c'est pas du tout ça, on prend les CP-CE1 et peut-être les CM2 ». Dans ce cas-là, et donc organisez vos écoles pour qu'on puisse mettre 2 classes, par exemple, de CE1, une dans la classe de CE1, une dans la classe de CE2, etc. Très bien. Sauf que les parents, eux, ils ont entendu « Mon enfant, il retourne à l'école ». Ils viennent enguirlander qui, à votre avis, quand le mardi matin, leur enfant n'est pas à l'école? Ils ne vont pas voir l'inspectrice d'académie, ils vont voir le maire. Et sur ces sujets-là, effectivement, c'est là où il doit y avoir une manière, je dirais un logiciel qui bouge dans la manière de discuter. Anne Hidalgo le disait tout à l'heure, la maire de Marseille le disait tout à l'heure. On a besoin, on est capable de co-porter des décisions, on est capable de comprendre, on est capable de... Et ça sera plus fort si à un moment donné, le maire et le préfet, ou le président de métropole, ou le président d'agglomération et le préfet disent ensemble des choses parce qu'ils les ont travaillées et sont capables de porter les messages, de les expliquer et d'en assumer chacun notre part, plutôt qu'un truc qui tombe et qui en plus n'est pas appliqué sur le terrain exactement comme cela a été dit. Et dans une société très médiatique, effectivement, donc c'est pas facile s'il n'y a pas de cohérence des messages. On nous a dit, le masque, c'est pas utile, c'est même contre-productif. D'ailleurs, si vous en achetez, on vous les paiera pas. Puis après, maintenant, on nous a dit, il viendra peut-être obligatoire sur les transports. Puis maintenant, on nous dit, il est absolument indispensable. On aurait mieux fait de nous dire, des masques, aujourd'hui, on n'en a pas assez, donc on va les donner d'abord à ceux qui en ont le plus besoin. On se fait en sorte de s'équiper et vous pouvez y participer. Et ensuite, eh bien, le masque sera de plus en plus utilisé. Parce que sinon, on porte atteinte à la crédibilité de la parole publique, et y compris quand nous la portons, on nous dit « Ouais, mais d'accord, vous avez vu ce qui s'est passé ». Pour les gens, les pouvoirs publics, c'est un tout. Eux, ils font moins la différence que nous sur le préfet, le maire, ils connaissent le président de la République, mais globalement, derrière, tout ça, c'est ceux qui décident. Et si ceux qui décident ne travaillent pas ensemble, si ceux qui décident ne peuvent pas porter les mêmes messages, nous ne sommes pas cohérents vis-à-vis de la population, et donc on envoie soit des messages finalement d'anxiété, soit on justifie la position de ceux qui disent non, tout ça c'est n'importe quoi et moi j'appliquerai pas. Voilà. Et ça, effectivement, c'est un problème aujourd'hui, et ça c'est un problème dans la tête, on va dire, de la structure de l'État. Pour en faire partie, je peux vous dire que c'est bien le sujet, c'est plus un problème de culture politique, de culture de décision, de culture de travail, que d'organisation institutionnelle. Donc vous voyez, Mathilde, on a réussi à aller plus loin sur votre question. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Alors avant de passer à la prochaine, nous allons vous projeter un message de la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, mais qui tenait à nous donner sa vision d'une société plus inclusive. On vous projette son message derrière nous. Mesdames et messieurs les élus, les chefs d'entreprise, les représentants d'associations, mesdames et messieurs, cher Jacques, c'est un plaisir pour moi de participer pour la 2e fois à ce Forum mondial des villes et des territoires positifs. Je regrette de ne pouvoir être physiquement présente parmi vous, mais je tenais néanmoins à vous adresser ces quelques mots. Après cette crise sanitaire que nous avons traversée, avec laquelle nous apprenons à vivre et qui n'est pas finie, ce sont nos repères qui ont été chamboulés. Si beaucoup d'initiatives ont été mises à l'arrêt, ce qui me remonte des territoires est une envie décuplée de transformer la société. Nous avons beaucoup entendu parler au sortir de la crise de ce monde de demain. Ce monde, nous en avons posé les fondations ces dernières années. Et il est aujourd'hui temps de construire les murs de cette maison du vivre ensemble à laquelle nous sommes nombreux à aspirer. Au cours de ces 3 journées, vous allez parler de transition positive vers un modèle à la fois socialement juste, écologiquement durable et civiquement ancré. Tous ces mots résonnent en moi, et je le pense en chacun d'entre vous. Qui mieux que l'échelon d'un territoire pour porter cette transformation? C'est grâce à une connaissance fine du territoire, de ses acteurs, de ses difficultés, de ses besoins et de ses forces que chacun peut imaginer des réponses construites
au plus près des réalités du terrain. C'est pour construire ces solutions que j'ai lancé en 2019 l'expérimentation des territoires 100% inclusifs sur plus de 11 territoires en France. Une société inclusive, c'est une société qui donne les mêmes chances à chacun dans le champ de l'école, de la vie étudiante, du logement, de l'emploi, de la mobilité, de la vie sociale, du sport, de la culture ou encore des loisirs. Je travaille ainsi avec ces territoires volontaires depuis près d'1 an pour accélérer cette transformation vers la société de demain. Ces territoires, à la maille départementale, témoignent d'un engagement politique fort, partenarial et innovant pour construire et pour conduire la transformation tant entendue. Et cela dans une approche globale et citoyenne. Ce travail permet aux conseils départementaux, conjointement avec les agences régionales de santé, de fédérer les partenariats, de valoriser les bonnes pratiques, de développer les expérimentations innovantes sur leur territoire. L'ensemble de ces actions nous permettent de relever le défi d'une société de confiance, plus accessible et fraternelle, c'est-à-dire une politique globale qui facilite au lieu de segmenter, qui rend possible au lieu de contraindre. Dans cette société inclusive de demain et déjà d'aujourd'hui, il sera possible pour chacune et chacun d'accéder plus facilement à ses droits. Chaque personne sera accueillie et soutenue dans son parcours, de la crèche à l'université, comme une suite logique. Après, elle pourra accéder à l'emploi et travailler comme tout un chacun. Vivre une vie sans entrave, c'est aussi pouvoir disposer d'un chez-soi et se maintenir en bonne santé. Grâce à tous ces engagements, nous redonnons à la personne en situation de handicap la capacité d'être actrice dans la cité. Ce ne sont plus des objets de soins, mais bien des sujets de droit. Vous le voyez donc, mesdames et messieurs, cette transformation nécessaire de notre société ne pourra avoir lieu sans vous. Vous pouvez vous saisir de ce sujet, car c'est aussi en sensibilisant un proche, un ami ou son voisin que petit à petit, chacun à notre échelle, nous pourrons changer notre regard et créer cette société positive de demain, car nous sommes tous concernés et tous mobilisés. Merci encore à Jacques Attali de porter ce beau forum. Je vous remercie.